L'art est un acte de création et la connexion, elle, agit comme un pont. Pour moi, nous sommes tous connectés à tout. Ce qui me semble essentiel, c'est savoir écouter, comprendre et accepter la contradiction. C'est d'identifier avec empathie nos émotions et leurs sources. C'est avoir de la connexion avec d'autres personnes. Avoir cette petite étincelle qui fait qu'on est sur la même longueur d'onde. Et puis à partir de ce lien, de pouvoir partir à la rencontre de l'univers de l'autre. Pour moi, je pense que c'est le contact de l'âme. C'est une dimension qui va au-delà de juste mettre en lien. Et c'est vraiment sur ça que je fais travailler les personnes qui viennent chez moi. Déjà, les faire travailler sur eux-mêmes. Déjà, le lien qu'ils ont avec eux-mêmes. Et puis ensuite, du coup, de pouvoir l'exprimer et de se rendre compte qu'en face, ils ont un être humain, même s'ils sont directeurs, s'ils sont leaders, s'ils ont des responsabilités conséquentes. Que je crois qu'à aucun moment, le système a le droit de prendre le pouvoir sur l'être humain et qu'il faut toujours se remettre en question là-dessus. On ne peut pas échapper au système, ça c'est inévitable. Et du coup, on en fait partie, mais on doit quand même tout le temps s'interroger, de se dire, mais qui on a en face de nous quand même, quand on parle. Je dirais que c'est vraiment cet aspect de la relation qui est la chose la plus fondamentale. Moi, la chanson, si j'en fais, c'est pas tellement parce que j'aime en faire. J'ai de la chance de ne pas avoir trop de difficultés pour en écrire. Mais je ne crois pas que ce soit là mon talent. C'est vraiment, par contre, sur scène, c'est d'être en contact, c'est d'aller chercher le public, d'aller le réveiller, de faire que les choses se passent. Donc c'est de nouveau chercher la relation. Et c'est de fil en aiguille que je me suis dit, en fait, c'est vraiment ça qui me plaît. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Art de Connecter, votre rendez-vous pour renforcer, améliorer et même transformer votre univers relationnel. Aujourd'hui, pour cet épisode, je suis allée à la rencontre de Nathanaël Morier et Jean-Charles Lichty à Moutier. Donc, pour ceux qui ne savent pas où c'est dans le Jura de la Suisse, parce que je sais que j'ai des amis belges qui m'écoutent. Et ça en valait vraiment la peine. On a passé un moment génial, tout en profondeur, en discutant sur les défis dans la prise de parole en public. Et de son côté, Jean-Charles, qui intervient dans les formations de Nathanaël comme observateur, arrive à détecter sur notre manière de bouger, sur notre manière d'être, des choses assez incroyables sur nos croyances profondes, parce que j'ai eu l'occasion de suivre une formation avec les deux, que j'ai trouvé absolument géniale, que je recommande d'ailleurs, pour faire face parfois à ces appréhensions qu'on a de parler en public, parce que moi-même qui ai pourtant l'habitude, je ne vous cache pas que parfois c'est compliqué de me mettre en scène, et là j'ai passé une journée absolument géniale avec Nathanaël et Jean-Charles. Donc je vous laisse découvrir cet épisode plein de belles réflexions sur la connexion, sur comment se ressourcer, comment arriver à être en phase avec ce monde extérieur qui est parfois compliqué. Et sans plus attendre, je vous laisse à mon échange avec Nathanaël et Jean-Charles. Ok, il semblerait que je doive commencer. Merci Nathanaël, merci Sandrine d'être venue jusqu'ici déjà. C'est un plaisir de t'accueillir et de passer ce temps avec toi. La question de la métaphore, j'y ai beaucoup pensé cette semaine. J'ai demandé à mon vieux pote depuis 35 ans s'il avait une idée. Il m'a pas donné d'idée, donc je me suis débrouillé tout seul. Et ce matin, sous la douche, m'est venue l'idée de la longue vue. La longue vue qui permet de regarder très très loin, et finalement quand tu réduis la longue vue, tu réduis aussi le niveau de détail, et c'est quelquefois pour moi compliqué de déployer cette longue vue qui me permet d'avoir des intuitions, qui me permet d'observer des choses où j'ai l'impression que c'est là-bas qu'il faut aller. Et quand je ramène tout ça au niveau de détail, souvent j'ai de la peine à expliquer ce que j'ai vu, ce que je perçois, ce qui fait que quelquefois je ne suis pas toujours compris dans mon entourage, dans mes idées. Donc j'ai bien aimé cette notion de longue vue. C'est très intuitif, c'est très naturel, très spontané. C'est quand je suis au calme, seul, et que je laisse mes pensées vagabonder, j'ai l'impression qu'une sorte de vision se développe, se dégage, et qui permet d'avoir une vision sur l'avenir. Je donne la parole à Nathanaël. C'est finalement pas si évident que ça, en fait, de réfléchir à cette métaphore. Surtout que je pense qu'on a dit beaucoup de choses à notre sujet durant notre parcours de vie, nous a des fois définis, et puis d'essayer de se définir soi-même. J'y ai pas mal réfléchi. Au début, je me suis dit que finalement, la meilleure métaphore, c'était peut-être encore le nom de mon entreprise, puisque ça s'appelle Designer d'esprit. En même temps, c'est assez juste, mais c'est pas très métaphorique, donc je me suis plutôt imaginé comme un puzzle, parce qu'effectivement j'ai
finalement beaucoup de pièces sur le terrain de jeu que j'occupe en faisant du design d'esprit. Des fois, c'est difficile pour l'entourage de comprendre comment je construis le puzzle, parce que finalement, je le déconstruis assez souvent en gardant une stylistique. Mais finalement, je pense que c'est le plus juste. Et puis souvent, quand je faisais du mixage audio dans mon passé de musicien, j'expliquais aux personnes qui essayaient de comprendre comment ça se passait, d'expliquer que quand on fait un mixage, on a d'abord effectivement une vision où on voit bien les pièces du puzzle, puis ensuite on va les passer au mastering, puis le mastering va lisser pour ne plus laisser la sensation que c'est un puzzle, mais que c'est devenu une photographie, alors qu'en fait c'est effectivement l'association de différents objets. Et finalement, je pense que c'est encore assez juste. Mon chemin de vie est fait de construction et déconstruction, et je crois que c'est devenu une telle compréhension que c'est même devenu réellement une force. Puis c'est une nouvelle étape actuellement avec le design d'esprit, justement, mais ça va sûrement se déconstruire. Il y a quelque chose d'autre qui est en train de se construire, qui ramène à un ancien puzzle, et c'est génial, parce que c'est comme les Lego, on peut créer à l'infini, en fait. Écoute, oui, je pense que c'est très bien. J'aime bien cette notion de construire, déconstruire, mais finalement, sans faire totale abstraction de ce qui a été construit avant, mais de l'utiliser pour bâtir plus loin, la notion d'expérience. J'ai construit mon puzzle, je le déconstruis, mais en ayant fait l'acquisition d'un parcours, d'une expérience de construction qui me permet de construire un puzzle plus complexe ou d'explorer de nouvelles possibilités, de nouvelles structures. Donc, très intéressant. Moi, j'ai toujours été quelqu'un de très curieux et j'ai toujours eu envie d'apprendre, d'évoluer, de suivre mes intuitions, de suivre mes valeurs. Et quelquefois, ce chemin a pu paraître particulier ou incompris. Ou j'ai fait des choix professionnels aussi quelquefois drastiques. J'ai à un certain moment souhaité arrêter une activité quasiment du jour au lendemain, bien que c'était mûrement réfléchi depuis longtemps. Mais je me suis donné l'opportunité de vivre une nouvelle expérience, de m'accorder une autre vie quelque part, bâtie de tout ce que j'avais vécu, de tout ce que j'avais perçu et des expériences que j'avais acquises au fil des années. Donc à un certain moment, j'ai dit, OK, je suis arrivé à terme de cette expérience, je pense avoir fait le tour, je me retire de ce système ou de ce spectacle, si je peux l'appeler comme ça, et je vais entrer en scène dans quelque chose d'autre, quelque chose de différent. C'était une sorte de reset, mais de nouveau un reset tout en gardant ce qui avait été construit en amont comme expérience, comme fondation pour construire quelque chose de nouveau. Je crois que l'élément le plus marquant, c'est que j'ai toujours été extrêmement, je dirais, comme on dit, on est bon public quand on va au théâtre, puis qu'on n'est pas très critique, puis qu'on aime tout. Moi, je fais partie de ces gens-là, effectivement. J'aime écouter, et je crois que vraiment le fait marquant, c'est que j'ai toujours été très attentif à l'écoute depuis tout petit. Et je pense que c'est vraiment un outil mémoriel chez moi qui est extrêmement puissant. J'écoute beaucoup plus que je lis, c'est vrai. Alors des fois, ça amène à devoir trier parce que faut encore savoir qui nous parle et est-ce que c'est encore fiable, mais comme n'importe quelle œuvre finalement littéraire ou scientifique qu'on pourrait lire. Mais c'est vraiment au travers de l'écoute, je crois que j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait un plaisir dans la relation et que après l'expression, la parole entrait aussi en ligne de compte. Paradoxalement, c'est beaucoup par l'Église en fait que j'ai beaucoup retenu et que j'ai été touché de l'expression des gens. Je trouve fascinant, quand j'étais petit, d'observer un prédicateur raconter son histoire, puis que tout le monde fasse « Ah oui, oh là là, monsieur le pasteur, quand même, quelle belle prédication !» Et en même temps, je me disais « Mais en fait, ça doit être assez facile, ça ne me semblait pas insurmontable, alors que ça semblait être le Saint Graal de pouvoir faire une prédication. » Comme j'en ai fait une à 15 ans, je me suis rendu compte que c'était pas si compliqué. Et donc, en fait, finalement, il y a l'écoute et la parole qui se sont associées. Et je crois que c'est vraiment un élément fondateur, ça. J'ai mis beaucoup de temps avant de développer et de faire émerger ça comme étant une évidence parce que comme c'était facile pour moi d'être sur scène et d'aller au contact du public et même d'être fasciné par ça, pour moi c'était normal, donc tout le monde le faisait. J'ai jamais pensé que c'était une compétence potentiellement unique et je pense qu'à force de le faire, effectivement, elle l'est et d'essayer de la travailler pour la comprendre et du coup la comprendre pour réussir ensuite à l'enseigner parce que c'est difficile d'expliquer un geste spontané à quelqu'un pour qui c'est pas spontané et pour qui c'est compliqué. Donc ça demande, je trouve que c'est très, très intéressant. Je suis des fois un peu dur où je dis plus en fait on va prendre la parole,
pire c'est, expérience faite quand on monte sur scène. En fait, plus on monte sur scène, plus étonnamment le trac augmente aussi et fait partie c'est un apprentissage de relation en fait, avec cet élément-là. On a le trouillomètre à 0 à chaque fois qu'on doit le faire. Et je crois que c'est fondamental de l'avoir parce que ça veut aussi dire qu'on a travaillé en conséquence sur soi-même et qu'on est vraiment en train de délivrer quelque chose qui nous touche et qui a de l'importance. Je pense qu'aujourd'hui, la parole, elle est vraiment primordiale, pas en termes de technique, mais vraiment en termes de ressenti et d'expression de soi. Je pense qu'une notion essentielle, c'est d'instaurer dans un premier temps un cadre de sécurité. Faire comprendre tout de suite aux gens que là, l'environnement, c'est un environnement de confiance, un environnement d'expression, quelque part, où la scène leur est ouverte et finalement, on va créer les conditions de sécurité, qu'ils puissent prendre conscience quelque part aussi de leur état de peur. La peur n'est ni plus ni moins qu'une émotion, donc une information. Donc de savoir situer à quel niveau notre peur se situe à ce moment-là et de pouvoir augmenter cette sécurité pour s'exprimer dans des conditions optimales. Et je dirais que l'écoute dont Nathanaël a parlé, bien entendu, c'est évident. S'exprimer, c'est une chose, mais de nouveau, l'expression de la voix n'est ni plus ni moins qu'une expression d'un sens, mais il y a tout le reste qui intervient aussi. Et c'est là que j'observe beaucoup. Il y a la posture de la personne, il y a comment elle est avant de s'exprimer, comment elle évolue, comment elle bouge quand elle s'exprime. Et tout ça, ça permet de percevoir de l'information, de percevoir de l'expression, qui permet aussi de venir renforcer cette fameuse sécurité. Je prends la parole avec un certain stress, avec une certaine peur, mais qui finalement est motivante. Parce que si j'ai peur, c'est que ce que je vais dire me tient à cœur aussi, est quelque chose qui me passionne et quelque chose que j'ai envie de défendre. Action Types, c'est une approche qui a été cofondée par Bertrand Terrola, ami et mentor, et son acolyte Ralph Hippolyte. C'est une approche qui est issue du sport de haut niveau, qui se développe depuis 30 ans maintenant de façon empirique et de plus en plus de façon scientifique, parce que sur le terrain, les gens qui pratiquent, moi également, on observe que les choses fonctionnent. Donc derrière, c'est de venir aussi étayer, de venir, entre guillemets, prouver que ce que nous observons peut être prouvé scientifiquement. Mais c'est une approche qui initialement était utilisée dans le monde du sport. Elle est toujours utilisée, principalement dans le monde du sport. Elle se développe beaucoup dans le monde également de l'entreprise aujourd'hui, dans le monde de l'éducation, dans le monde de la thérapie également, parce qu'on arrive à travailler sur de nombreuses choses, notamment l'intégration traumatique. Et l'idée, c'est vraiment, je résume parce qu'on pourrait en parler très très longtemps, mais c'est vraiment d'observer la posture de façon statique. Et là, on parle de motivation profonde. Qu'est-ce qui fait que la personne a un tonus qui lui permet de rester debout, d'observer son environnement, et ensuite la personne va se mettre en mouvement, même si c'est quelques pas, quelques mouvements, on parle de motricité. Et là, c'est de faire comprendre aux gens qu'il y a autant de façons de bouger qu'il y a d'individus sur cette planète, et c'est de réussir à mettre en évidence leurs préférences, pour de nouveau amener un niveau de confiance suffisant, amener beaucoup d'autonomie à la personne aussi, faire comprendre qu'on a besoin de devenir des individus autonomes. Et c'est ça mon rôle, d'observer, de venir renforcer ponctuellement en invitant à un changement de posture, en travaillant sur un endroit spécifique du corps qui va favoriser la confiance, favoriser l'expression. La première rencontre, elle s'est faite par le réseau d'entrepreneurs dont je et Jean-Charles faisaient partie, le BNI. Et puis c'est par ces rencontres de réseautage qu'on a été mis en lien, qu'on a fait nos célèbres one-to-one, nos tête-à-tête, qui permettent de mieux connaître l'entreprise de chacun et savoir comment on va pouvoir justement aider l'autre à développer son activité. Voilà, la première rencontre, elle s'est faite comme ça. Et comme on était sur deux pans assez intéressants de la pratique d'accompagnement de personnes, pour pas dire thérapeutique. D'un côté, moi, la musicothérapie, puisque c'est quand même mon origine, une de mes origines, des pièces du puzzle, mais qui avait Action Type. On s'est dit, il faut faire un échange de bons procédés, et puis on s'échange des séances pour en fait mieux comprendre ce que l'autre fait, parce que ça restait assez complexe et assez vaste. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'on a commencé à finalement développer nos échanges, nos rencontres, nos liens d'amitié. Et quand moi, j'ai commencé à vouloir lancer mes formations de prise de parole, assez rapidement, à force d'échanger avec Jean-Charles, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses que les comédiens font, utilisent, traitent en fait dans le domaine du théâtre,
qui ressemble d'une certaine façon à ActionType. Et c'est là où je me suis dit, ah, mais c'est intéressant. C'est une plus-value pour les participants parce que, certes, ils sont mis dans un contexte théâtral chez moi puisqu'ils montent sur scène et que c'est l'idée de les accueillir dans un théâtre, dans un lieu de création pour changer aussi le mindset et puis vraiment qu'ils se plongent dans un espace de jeu. Et du coup, je me suis dit, mais c'est intéressant de garder le fait que c'est des professionnels. Ils viennent de différents métiers, avocats, soignants. Voilà, donc ils vont être remis dans des contextes aussi professionnels différents. Le but, c'est de partir de leurs compétences et puis pas en faire des comédiens et des grands orateurs parce que majoritairement, c'est pas ce qu'ils cherchent. Certes, ils ont besoin de faire des conférences, mais c'est pas des maîtres de conférences. C'est pas des grands conférenciers qui ont décidé d'en faire un business. Jusqu'à présent, en tout cas, j'en ai pas eu. Je me réjouis d'en avoir. Ça viendra, step by step. Mais du coup, je me suis dit, c'est intéressant en fait de travailler effectivement sur ce profilage et puis ensuite de voir comment, avec ce profilage, il est possible d'améliorer sans pression et sans stress son travail sur la prise de parole et sur la voix et que moi, je puisse apporter le côté technique de la prise de parole, associer les deux. Je crois que tu as résumé cette rencontre et voilà, mais c'est le mouvement de la vie, c'est les rencontres, c'est les feelings qui s'installent et l'envie de construire quelque chose en commun. Et je crois qu'on a une capacité naturelle à s'adapter et à ressentir aussi ce qui se passe quand le monde est autour de nous et à amener ce petit plus à un moment donné qui fait que la personne, je reviens toujours à ce niveau de confiance qui augmente, qui évolue. Donc je crois que notre rencontre et les choses que l'on propose, c'est surtout une question de feeling, d'envie d'accompagner, d'envie de faire progresser les gens. Et peut-être aussi, quelquefois, de leur montrer que les choses peuvent être beaucoup plus simples qu'elles ne l'imaginent. Le domaine des croyances est un domaine bien vaste qui nous paralyse plus qu'il nous permet d'évoluer, d'avancer quelque part. Je me considère, alors c'est pas seulement moi qui me dis comme ça, on me le dit aussi autour de moi, je suis un idéaliste. Donc l'idéaliste fonctionne avec des valeurs, ça prend aux tripes, ces fameuses valeurs. Donc c'est vrai que si je me sens emmené vers un projet, je vais travailler avec mon monde des valeurs. Et ce projet m'inspire ou non, donc c'est une décision qui est assez rapide. Après, on est tous impactés par des croyances qui viennent de notre éducation, qui viennent de la société, etc. Donc c'est ce paquet de croyances qu'on s'est constitué, c'est de voir comment de temps en temps on le défait pour y ajouter de nouvelles croyances, le faire évoluer et surtout en faire abstraction, quelquefois, et savoir vraiment écouter qu'est-ce qui m'anime, vers quoi j'ai envie d'aller, qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans ce monde, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter aux autres aussi. Ouais, je crois cette notion, c'est ce qui me vient à l'abstraction des croyances pour favoriser l'évolution et vraiment le côté neutre des choses. Où finalement, tout est possible, tout peut être construit ou tout peut être aménagé, créer des mondes possibles quelque part. C'est un peu ce qui me vient spontanément. J'ai pendant longtemps cru que j'avais pas la possibilité d'inspirer les gens autour de moi. Et finalement, c'est des choses qui me sont revenues spontanément. Où les gens me disaient, mais ce que tu nous dis, c'est inspirant, ton parcours est inspirant, etc. Moi, j'avais la croyance que ce que je faisais était normal, juste naturel. Ça m'a aussi permis de prendre une place en disant, oui, j'ai un parcours qui est juché d'embûches aussi, d'échecs, comme on les appelle, mais il y a aussi beaucoup de succès, il y a aussi plein de choses positives qui font aujourd'hui que oui, tu peux être inspirant pour certaines personnes. Ouais. Les croyances, quand on a un héritage dans l'éducation de la foi chrétienne, c'est aussi intéressant d'aller les rencontrer. Entre croire et les croyances qu'on a émises sur soi-même et s'en libérer et tout ça, c'est vrai que c'était un long travail. Mais je crois que finalement, la croyance peut-être la plus libératrice qui s'est faite aussi, je crois durablement avec le travail qu'on a fait ensemble sur mon profilage. Moi, j'ai toujours travaillé en fait uniquement mes faiblesses, mais jamais au travers de mes forces. Et justement, le travail d'ActionType, c'est nous apprendre à partir de nos forces pour oser développer nos faiblesses. Et une faiblesse, c'est pas un mal. Mais du coup, comme le système scolaire est ce qu'il est, on n'est pas du tout là pour débattre de est-il bien adapté ou pas, c'est vraiment pas le sujet, il est comme il est. Mais du coup, il nous confronte effectivement souvent à nos faiblesses et on nous donne pas les outils nécessaires par rapport à qui nous sommes à ce moment-là pour pouvoir aller de l'avant. C'est pas du tout un reproche que j'aimais auprès des enseignants qui m'ont accompagné, c'est plutôt que devrait nous apprendre ça tout de suite. On devrait connaître le plus vite possible notre profilage, savoir comment on fonctionne, réussir à avoir des outils pour pouvoir fonctionner dans le système. Et ça, moi, je l'ai résolu il y a vraiment pas si longtemps que ça.
Mais c'était intéressant parce que dès le moment où j'ai vraiment mis en évidence la prise de parole, c'est devenu une force, mais qui me permet de travailler toutes mes faiblesses autour. Parce que c'est vraiment comme si à un moment donné, cette croyance de devoir toujours passer par la souffrance était en train de se résoudre gentiment. Et puis, il y a d'autres moyens. Et puis se rendre compte que tout d'un coup aussi, énergétiquement, c'est comme si on s'arrêtait de tourner, puis on commence à regarder la Terre qui tourne. Puis ça, c'est vachement bien. Ça permet de créer aussi de l'attraction réelle, sans beaucoup d'efforts en fait. Alors qu'avant tout était effort, il n'y avait pas de fluidité. Et ça, c'est vrai que vraiment la rencontre du profilage, ça a permis en fait de mettre plein de sens à tout ce que j'avais cherché un peu comme ça en abeille qui butine. Je continue de le faire, mais c'est beaucoup plus cohérent. Puis affirmer une zone d'excellence, et ça, c'est aussi extrêmement précieux, je pense, à un moment donné dans sa vie, particulièrement quand on est indépendant, de pouvoir se dire, mais en fait, ça, c'est bon, je suis bon, j'ai plus besoin de prouver. Et de le faire totalement différemment, de le faire parce que j'ai envie et pas parce que je dois le prouver. Et ça, je crois que c'est sûrement la plus grande libération que j'ai pu vivre. Alors moi, j'ai une roue qui tournerait absolument pas du tout. Enfin, quoique, elle tournerait, mais je pense qu'elle ferait un peu des mouvements étonnants. En même temps, je trouve que ça correspond assez justement à ma personnalité. C'est jamais évident de le faire. Enfin voilà, c'est un point d'observation. C'est pas très objectif. Mais ça permet de voir sur quoi de nouveau on peut travailler et comment on peut améliorer les zones peut-être un peu moins élevées. C'est paradoxal parce que je suis très à l'aise à prendre la parole en public, mais j'ai pas forcément une estime de moi-même qui est très élevée. Mais finalement, en fait, l'un compense l'autre et surtout l'un permet de renforcer l'autre. Et je crois que c'est aussi finalement pour moi, c'est une forme de nécessité, non pas d'avoir une piètre estime de moi-même, mais d'avoir un respect permanent de la fragilité qui m'habite pour rester, à mon avis, un orateur crédible et puis pas me prendre pour le roi du monde, mais de réussir à rester vraiment dans l'écoute autant que possible de l'autre et puis dans un discours qui soit cohérent en permanence. Peut-être que voilà, l'un a besoin d'être soigné par l'autre, mais pas guéri. Pour moi, c'est pas ça mon travail. Alors écoute, ma roue avait pris un premier aspect un peu organique, donc ce qui fait qu'elle était un peu particulière. Tu m'as invité à peut-être l'observer un peu différemment et ça a mis mon attention sur 2-3 points. Cette fameuse capacité à dire non, c'est compliqué parce que finalement, je reste quelqu'un de curieux, qui a envie d'aider les autres, qui a envie de soutenir des projets. Donc, si le projet correspond à mes valeurs, ça sera compliqué pour moi de dire non. Je remarque que l'estime de soi, elle est liée beaucoup à l'environnement aussi. J'ai quelquefois une grande estime, d'autres fois, elle est quasi à zéro. Ça dépend de ce fameux contexte, de l'environnement dans lequel j'évolue. En même temps, je trouve intéressant parce que ça permet aussi d'apprendre et ça permet d'évoluer toujours. Les personnes aspirantes, je pense avoir autour de moi un réseau de personnes qui m'inspirent, qui me permettent de nouveau d'évoluer. J'utilise beaucoup ce mot. Je pense être très très bien outillé en outils de communication, mais notamment avec ActionType, qui est vraiment l'outil que j'utilise aujourd'hui au quotidien. J'ai pas mis 10, j'ai mis 9 parce que ne serait-ce qu'ActionType est un outil qui évolue en permanence, qui se questionne en permanence, donc voilà. Et les autres outils. Et ma curiosité fait aussi que je garde un œil toujours sur ce qui se passe, sur ce qui se déroule. La maîtrise des émotions, ça dépend dans quelle mesure je suis concerné aussi par ce qui se passe. Donc c'est plus ou moins facile, plus ou moins gérable. Identique pour la gestion des personnes en colère. Je les prends un peu point par point. Ça dépend de comment je suis concerné. Si j'ai vraiment rien à voir dans cette gestion de la colère, je vais avoir une posture, une attitude qui fera rapidement que la colère diminue, s'estompe et qu'on pourra entrer en dialogue et trouver des solutions. Et si je suis directement concerné, ça sera peut-être un peu plus compliqué, mais j'ai aussi des outils qui vont me permettre d'accueillir cette colère, de voir ce que ça fait chez moi, comment je peux réagir par rapport à l'autre, pour finalement trouver des solutions, amener un niveau relationnel de nouveau cohérent et constructif. Parlant en public, j'adore parler, donc en principe, c'est relativement facile pour moi. Après, si tu viens me challenger sur des sujets que je ne maîtrise pas, ça sera plus compliqué. Donc, je vais plutôt dire, je laisse la parole à d'autres plus compétents que moi. Voilà. L'environnement relationnel, en général, je suis actuellement, je pense, dans un excellent environnement relationnel. Je suis entouré de jolies personnes, dont vous faites partie aujourd'hui. Donc, c'est vraiment très cool de pouvoir évoluer dans ces environnements. J'ai mis 9 parce que c'est en évolution permanente aussi. Donc, il faut être ouvert aussi aux nouvelles rencontres, à l'autre, etc. Donc voilà un peu, j'ai fait le tour point par point.
Ce que je trouve intéressant dans cette roue, c'est aussi quand j'écoute comme tu l'as présenté. Moi, j'ai toujours un peu cette croyance, Mathieu en parlait avant, que c'est pas très intéressant ce que j'ai à partager. Donc, je m'attarde assez peu sur ce genre de sujet parce que qui est intéressé en fait par ce que Nathanaël va dire à côté des autres? Ça, c'est encore un peu un travail à faire qui s'améliore grandement, justement, en ayant trouvé la zone d'excellence. Mais c'est aussi de rester. Est-ce que c'est une fausse pudeur ou une humilité qui est naturelle? Mais je crois que c'est juste, faire les choses. Puis qu'elles se passent, puis que ce soit fluide, mais de les grailler. Étonnamment, j'invite les gens à grailler, mais pour moi, je me dis, mais c'est pas très intéressant. Mais du coup, ça met assez ça en évidence, en fait, je trouve, cette roue. Elle est révélatrice. L'art de connecter, pour moi, c'est un acte de création, je dirais. C'est déjà quelle est la création que je vais mettre en évidence en partant de moi. Donc c'est déjà se connecter à soi-même. Comment je me connecte, comment je suis câblé quelque part, tu vois. Dans la notion de connecter, il y a la notion de tirer des liens aussi, de connecter les gens, les choses, etc. Donc commencer par soi, se connecter à soi pour mieux se connecter à l'autre, mieux se connecter à ce grand tout. Finalement, de dire, OK, ça part de moi et je peux me connecter à ce grand tout dans lequel j'évolue, dans lequel je vis une expérience. Donc c'est être à l'écoute, être ouvert et mettre ensemble des gens, des choses, des projets. C'est un acte de création que je trouve super intéressant. Et la notion de création au sens large, très large. On va parler peut-être de notion d'être égoïste, mais si on commence pas par soi, finalement, comment veux-tu t'exprimer dans un environnement si t'es pas connecté à toi-même? Donc c'est d'abord moi, après j'ai les autres et j'évolue et je peux être moi-même au sein des autres. Moi, c'est l'essentiel du travail sur la prise de parole. C'est la base de mon travail qui est finalement issue de l'intégralité de mon expérience professionnelle et de l'expérience de vie qui est autour de la relation. Alors, je ne vais pas parler de créateur de liens parce qu'il y en a déjà largement qui l'utilisent et c'est vraiment pas ça. Moi, c'est vraiment le contact au-delà de l'humain. C'est presque pour moi, je pense que c'est le contact de l'âme. C'est une dimension qui va au-delà de juste mettre en lien. Et c'est vraiment sur ça que je fais travailler les personnes qui viennent chez moi, déjà les faire travailler sur eux-mêmes, déjà le lien qu'ils ont avec eux-mêmes, et puis ensuite, du coup, de pouvoir l'exprimer et de se rendre compte qu'en face, ils ont un être humain, même s'ils sont directeurs, s'ils sont leaders, s'ils ont des responsabilités conséquentes, que je crois qu'à aucun moment, le système a le droit de prendre le pouvoir sur l'être humain et qu'il faut toujours se remettre en question là-dessus. On ne peut pas échapper au système, ça c'est inévitable, et du coup on en fait partie, mais on doit quand même tout le temps s'interroger, de se dire mais qui on a en face de nous quand même, quand on parle. Je dirais que c'est vraiment cet aspect de la relation qui est la chose la plus fondamentale. Moi la chanson, si j'en fais, c'est pas tellement parce que j'aime en faire, j'ai de la chance de ne pas avoir trop de difficultés pour en écrire, mais je ne crois pas que ce soit là mon talent. C'est vraiment, par contre, sur scène, c'est d'être en contact, c'est d'aller chercher le public, d'aller le réveiller, de faire que les choses se passent. Donc c'est de nouveau chercher la relation. Et c'est de fil en aiguille que je me suis dit, mais en fait, c'est vraiment ça qui me plaît. On est tous les jours confrontés à des déclenchements de conflits. Après, on a la capacité de décider si le conflit se déclenche ou créer un terrain favorable à ouvrir le dialogue, ouvrir la discussion. Même je suis souvent confronté à des conflits. Des fois, j'ai envie de le déclencher parce que c'est nécessaire, parce que tu as vraiment envie de émotionnellement t'exprimer, mais plutôt favoriser l'ouverture, plutôt favoriser OK, j'ai besoin de régler ce problème, j'ai besoin de passer à autre chose et c'est pas au travers du conflit que tu vas le régler. Et je pense qu'aujourd'hui, dans notre société, on est responsable des problèmes que l'on crée. Et une majorité de problèmes qu'on rencontre autour de nous pourraient de nouveau être réglés par des solutions simples et efficaces. Déjà par le fait d'oser dire comment je me ressens, comment je me positionne par rapport à ce conflit et avoir aussi en face une personne qui nous laisse nous exprimer, qui va vraiment nous laisser poser notre terrain, qui va nous laisser poser comment je me ressens par rapport à ça, pour ensuite instaurer un dialogue constructif. Et peut-être ce qu'on oublie aussi beaucoup aujourd'hui dans nos interactions, dans cette notion de communication, c'est on travaille ensemble sur un projet, où on vit dans une famille, où on vit dans un collectif et autres. Et dans les interactions qu'on peut avoir, souvent, c'est de différencier la notion de personne et rôle de la personne.
Et ça, c'est quelque chose qu'on a instauré dans quelques groupes où je travaille en disant, on a une relation d'amitié qu'on va préserver, on travaille sur des projets où des conflits peuvent émerger. À aucun moment, on va attaquer la personne, mais on va attaquer son rôle, ou on va, dans la notion d'attaquer, peut-être remettre en cause son rôle ou sa façon d'agir, etc. Et ça permet aussi, d'un point de vue émotionnel, de mettre une distance, avec moins d'émotionnel, mais plus de capacité d'agir sur la problématique ou le conflit. Après, ça peut être plus compliqué dans des situations de spontanéité où un conflit émerge sans qu'il y ait un cadre qui ait été posé. Après, c'est aussi de se faire confiance à sa capacité d'écouter l'autre, comprendre pourquoi ce conflit est en train d'émerger. Autant un conflit qu'une tension est généralement une opportunité d'évoluer aussi, de bâtir quelque chose d'autre. Ou quelquefois aussi d'abandonner, de savoir renoncer. De dire, OK, là, le terrain d'entente, il est peu favorable, ça sera très compliqué de construire quelque chose, donc autant s'arrêter là. Prochainement, on va donner une formation pour un groupe de responsables. Je m'occupe d'un camp chaque année depuis très longtemps. Et puis, dernièrement, ils sont venus sur le sujet de demander une formation sur la gestion de conflits. Puis, ils ont abordé la dimension de la communication non violente et de ces éléments-là qui sont super intéressants. Mais après réflexion, je leur ai dit, mais 3 heures de communication non violente, vous allez jamais réussir à utiliser un seul outil. En fait, c'est trop complexe. C'est intéressant de parler de ses besoins, de ses sentiments. Mais si on les entraîne pas, finalement, on retombe très vite dans la routine de, il y a un conflit, soit je le gère pas, soit je gueule, ou soit je contrains, finalement. Voilà, puis des fois la contrainte est plus simple parce qu'elle résout les problèmes rapidement dans des situations. Ce que je partage pas. C'est là où je me suis dit, mais en fait, dans les camps, souvent les jeunes, ils sont plutôt confrontés à des désaccords. Ils sont pas d'accord entre eux, puis du coup, ils s'engueulent. Puis s'engueuler ne veut pas encore dire qu'on est en conflit, c'est juste qu'on est, on est en désaccord. On n'arrive pas à se comprendre. C'est un petit conflit, microscopique, mais qui peut vite prendre des proportions. Et puis, c'est pour ça qu'on s'est dit, mais on va aller travailler ensemble là, sur ce sujet, parce que c'est vrai que finalement, les responsables, eux, ils sont plutôt confrontés au désaccord entre eux, avec des jeunes, avec des situations à gérer qui peuvent être justement où l'émotionnel impacte beaucoup la prise de décision, parce que les camps qu'on aime, c'est comme ça. On les porte dans notre cœur, puis on est toujours très porté dans l'émotionnel pendant ces semaines-là. Et du coup, c'était de se rendre compte, pour moi, qu'il y a ces désaccords, mais finalement, comme moi, je suis cadre, et que nous, on a vraiment la direction et qu'on a la sécurité de l'ensemble du camp, nous, on est confrontés au conflit. On a vécu des situations juste hallucinantes, quoi, où vraiment on a cru qu'on allait se faire casser la gueule et puis qu'on était à 2 doigts de devoir porter plainte pour des dépassements vraiment extrêmes. Et moi, je me suis effectivement retrouvé dans un conflit où je pensais avoir la capacité de garder le cap. Et puis, en fait, non, j'ai complètement perdu pied. Et ça nous amène très vite à monter en symétrie, puis à un moment donné où c'est plus arrêtable. On a tant bien que mal réussi à sauver la situation, a été fait ce qui a été fait, mais après analyse, je trouvais intéressant d'avoir justement la discussion avec Jean-Charles, de pouvoir interroger justement ce conflit où on perd les pédales, et puis tout d'un coup on croit qu'on maîtrise le sujet, il suffit de rien. Ce qui est chouette, c'est que je me rappelle très bien du mot qui a été le déclencheur de la montée en colère et du fait qu'on perd des pieds, et ça, ce sera intéressant de pouvoir le discuter. Puis après, en fait, ce qui a été intéressant, c'était de voir qu'à un moment donné, aussi dans un conflit, quand on est avec des jeunes, c'est aussi d'accepter les limites. Nous, on voulait tellement protéger, être garant du cadre sécuritaire, qualitatif de ce qu'on fait, qui est vraiment là. On pensait pouvoir, je pense, sauver la situation. Et puis, en fait, il fallait juste accepter de dire, mais c'est très bien. Les 2 valises sont là, venez chercher vos enfants, tout ira bien. Et puis, c'est parfait parce qu'on ne peut pas entrer dans un système. Quand le système dysfonctionne, en fait, au final, ce que moi j'interprète, c'est qu'il fallait en trouver un système bien fonctionnel, bien stable, bien sûr, sur lequel pouvoir venir taper toutes ses forces, comme un appel à l'aide. Mais en fait, finalement, on ne peut pas résoudre. Puis, chacun continue sa route et c'est pas grave. Et puis, quand tout le monde va mieux, on rouvrira des portes si des portes sont ouvrables. C'était une superbe leçon. On parlait, hors caméra, hors podcast, de ces grands noms qui font un peu la pluie et le beau temps du développement spirituel, du développement personnel, du développement d'entreprise, qui sont des grandes figures qui, pour moi, sont toujours dépositaires du savoir et de la vérité. Et je trouve que justement, Thomas Dansbourg, dans sa personnalité, dans ses conférences, il va complètement à l'encontre de ça.
Et je trouve que c'est justement d'autant plus juste que il accepte juste d'être présent dans sa passion, dans sa zone d'excellence et d'être en travail permanent, mais pas dans je vous donne des leçons. Et vraiment, je trouve que c'est une perle parce qu'effectivement, il permet à beaucoup de monde de se reconnecter par sa personnalité. Moi, je l'écoute beaucoup. Vraiment, je suis un auditif, donc je profite des podcasts ou autres. Puis après, tout d'un coup, je m'arrête et puis je prends un livre. On a fait une conférence aussi. Et c'est vrai que c'est intéressant de se plonger dans son univers qui est vaste. Il parle de la communication non violente. Mais finalement, c'est plus du tout ce qui... Enfin, comme il le dit, il le propose plus comme acte thérapeutique, mais comme acte éthique. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est le développement citoyen. Et celui-là, vraiment, moi, j'en suis vraiment profondément convaincu. C'est le développement personnel, ça va, c'est bon. Alors écoute, moi je serais très 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 heureux d'entendre Bertrand Terroulin, le fondateur de l'approche Action Type, qui pour moi est une personne que je considère comme un génie et qui a une couverture médiatique qui est très faible, très réduite. C'est un chercheur, c'est un passionné, donc c'est pas quelqu'un qui va chercher à s'exposer, mais il va plutôt faire son travail dans son coin. Et je pense que ce qu'il a conçu, développé ces 30 dernières années mérite vraiment d'être connu, reconnu et diffusé. Actuellement, je suis en train de relire la Bible des préférences motrices, justement. C'est un ouvrage qui est plutôt technique, que je peux conseiller aussi. J'ai très peu lu ces derniers temps, parce que j'étais plutôt occupé sur d'autres projets, donc j'avais moins de temps. J'ai commencé la lecture de Jung, l'œuvre de Jung. J'ai arrêté parce que c'était très compliqué, j'avais un peu de la peine. Je dois réfléchir. J'ai très peu lu ces derniers temps. Je constate en te le disant que ça me manque. J'ai plutôt passé du temps sur la Bible des préférences motrices pour alimenter mes connaissances, alimenter ma pratique. Sinon, j'ai écouté quelques podcasts aussi, mais j'ai pas de référence comme ça à te donner. Mon côté curieux, mon côté ouvert fait que je vais chercher à plusieurs endroits, j'ouvre plusieurs portes pour après ramener à vraiment ce qui m'a intéressé. Je peux pas te dire comme ça vraiment quelque chose de précis. Alors, il y a un livre que je conseille, c'est l'œuvre de Stanislavski, qui est un des grands maîtres de la création des personnages, qui a apporté vraiment une nouvelle philosophie au théâtre, mais qui je trouvais extrêmement intéressant aussi quand on fait de l'accompagnement de personnes à ma façon, dans le sens du développement de la parole ou dans le côté thérapeutique, parce que finalement, je trouve que sans le savoir, c'est un médiateur thérapeutique extraordinaire et qui propose justement de plonger à l'intérieur de soi pour aller faire ressortir ce personnage, essayer de l'incarner, et puis pas de prendre les stylistiques et puis essayer d'être le plus triste, mais bien d'être triste, d'être dans sa tristesse et de réussir à la transposer au public. Et ça, je trouve vraiment que c'est fascinant, la construction du personnage de Stanislavski. J'ai commencé la Bible des préférences motrices. C'est captivant, mais c'est long. Enfin, c'est comme la Bible, quoi. C'est un pavé, on va pas se mentir. Sinon, ça s'appellerait pas la Bible. Mais il y a tout, je crois. Il y a vraiment, vraiment, ou en tout cas beaucoup à apprendre. Et puis le but, c'est de réussir à transférer ça dans ma pratique. Et puis je lisais Castaneda, que je trouvais super intéressant. La voix du guerrier, qui est extrêmement intéressante en fait, parce que de nouveau, elle nous ramène à notre alignement sur l'aspect de la sensation, de travailler sur la perception, puis pas sur l'intellectualisation. Donc c'est vrai que notre culture occidentale, encore une fois, se prend une claque en démontrant finalement clairement ses limites, son importance, sa nécessité, mais en même temps aussi ses limites. C'est pas absolu. On me trouve sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et sur Link. Également sur le site internet designerdesprit.ch. Il y a directement l'accessibilité aux formations, on peut directement prendre contact. Et sinon, je suis aussi sur la plateforme Superprof, qui permet de trouver des profs dans tous les domaines. Puis c'est un moyen comme un autre de pouvoir me contacter. Alors, pour faire un profilage, je suis très peu actif sur les réseaux sociaux. Je publie un peu sur LinkedIn, mais principalement sur les domaines de l'innovation dans lesquels je suis actif également. J'ai un site internet, mais c'est très compliqué d'expliquer au travers d'un site ce que nous pouvons faire avec Action Time. Donc, c'est plus une expérience à vivre qu'une expérience à documenter ou expliquer. Donc, ce que je te propose, c'est peut-être de te donner mes coordonnées que tu pourras mettre à la suite du podcast. Le plus simple, c'est de m'appeler. Voilà, sinon, très peu actif sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. C'était un grand plaisir aussi de passer ce moment avec toi. Et puis, avec plaisir pour un apéro. Ça se refuse pas.
ce serait malheureux. Et c'est une belle occasion de pouvoir échanger et partager. Donc, avec grand plaisir. Merci. Très volontiers pour l'apéritif aussi, bien entendu. Et merci beaucoup, Sandrine, pour le podcast que tu crées, pour ce que tu fais dans ton activité. Et moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à passer ce moment avec vous. Ça pourrait durer très longtemps, finalement, parce que c'est passionnant. Merci beaucoup, Sandrine. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'être resté jusqu'au bout de cet épisode. Et comme toujours, je vous encourage à me laisser des témoignages, me poser des questions, soit sur ma boîte vocale, dont vous trouverez le lien dans les notes de l'épisode, ou par email sur mon adresse sandrine@l'artdeconnecter.com. Et bien évidemment, je serais ravie, si mon concept vous plaît, que vous puissiez me soutenir en parlant autour de vous de l'art de connecter, en me mettant des avis et des petites étoiles, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à partager ce qui vous a plu sur les réseaux sociaux pour permettre à un maximum de personnes de découvrir l'art de connecter. Et enfin, prenez le temps de parcourir mon site internet l'artdeconnecter.com où vous allez pouvoir découvrir mes différents services en lien avec l'outillage de la communication, la connexion et les compétences relationnelles. Je vous dis à très bientôt. Pour moi, l'art de connecter les gens, c'est de connaître les forces et les faiblesses de chacune des personnes de son réseau, amis, collègues, famille, et de savoir qui serait leur meilleur complément pour un projet, un problème, une envie. Il faut oser dire ce qu'on pense. L'art de se connecter, c'est rapprocher les civilisations. Connaître pour mieux unir.